J'étais un journaliste de télévision avant tout, de radio aussi au début de ma carrière. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu une passion pour l'image fixe. Parce que pour moi, l'image fixe, ça représente vraiment le symbole de l'événement. On arrive en une seule image, pour moi c'est l'image papier d'ailleurs qui prime, on arrive en une seule image à résumer un événement. Et celui qui réussit à résumer de cette façon l'événement qu'il vit, pour moi il a réussi. Alors qu'en télévision, vous voyez, on accumule les films, les cassettes, etc. Moi j'ai des cassettes dans ma cave, ça s'appelle Humatic, ça s'appelle du Beta SP, du Beta SX, etc. Il n'y a même plus les appareils pour les passer. Tandis qu'au moins la photo que vous tirez sur papier, et ben ça c'est quelque chose qui reste. Donc c'est pour ça que à chacun de mes reportages à travers le monde, j'ai couvert beaucoup de conflits, d'Irak, d'Afghanistan, la guerre du Liban, la Chine et tout, et j'ai toujours apporté avec moi un appareil photo. Alors mon travail premier, c'était quand même pas de faire de la photo, c'était de faire du reportage télé, mais je me suis toujours arrangé soit pour rester après, soit pour me lever plus tôt le matin avant de partir en reportage pour essayer de faire des photos. Donc les photos que vous allez voir, c'est plutôt des photos un peu en marge de l'actualité, mais je trouve que c'est pas forcément quand on est en plein cœur de l'actualité ou plus chaud de l'événement qu'on fait les meilleures photos. La première photo que j'ai choisi de vous montrer, c'était une photo du pèlerinage à la Mecque, parce que j'ai eu la chance de faire mon service national au titre de la coopération en Arabie Saoudite où je présentais les émissions en langue française. Donc ça c'était en 1970, vous voyez, ça c'est les pèlerins de la Mecque qui vendent leur tapis pour payer leur pèlerinage. Et je ne suis jamais allé à la Mecque parce que je n'étais pas musulman bien sûr, mais j'ai vu 2 fois passer le pèlerinage à la Mecque parce que j'habitais à Jeddah. Et donc j'ai trouvé que c'était vraiment pour moi une grande source d'inspiration. Et ça a été le début de ma passion pour le Moyen-Orient, alors qu'au début je me destinais beaucoup plus à couvrir l'Asie, parce que moi j'ai commencé ma carrière en 1970 et cette année-là c'était la guerre du Vietnam et il y avait beaucoup de jeunes journalistes qui réussissaient à percer en allant justement sur cette guerre du Vietnam. Et j'avais demandé à faire mon service national dans un journal au titre de la coopération, dans un journal francophone au Vietnam. Et on m'avait dit, écoutez, non, il n'y a pas ce genre de travail, mais par contre, on cherche quelqu'un pour s'occuper des émissions en langue française à la radio d'Arabie Saoudite. Et c'est comme ça que je suis parti 2 années en Arabie Saoudite. Donc cette photo le long du pèlerinage à la Mecque, celle-ci qui est assez rare parce que ce sont des femmes qui n'ont pas l'habitude de se montrer à l'étranger de passage et surtout ne pas se faire photographier. En fait, on avait profité du fait que les hommes étaient allés chercher du bois pour faire ces photos de femmes, mais finalement elles étaient assez coopératrices. Et ce qui est frappant, vous voyez, elles portent des masques de cuir, et les pièces qui pendent, ce sont ce qu'on appelle les thalers Marie-Thérèse. C'était une unité de monnaie qui avait cours il y a une trentaine d'années encore dans la région de Jeddah et dans la région de la mer Rouge, et qui servait aussi un petit peu de monnaie d'échange internationale. Bon, après ça a été supplanté par le dollar, mais et pour elles c'était synonyme de richesse, donc elles s'accrochaient ces pièces d'argent à leur masque de cuir. Alors j'ai pas pu rester bien longtemps parce que les hommes sont en fait revenus plus tôt que prévu, et je me suis fait courser même par un homme qui me disait on va aller voir l'émir, on va aller voir l'émir, etc. Mais à l'époque je courais plus vite que lui et donc j'ai pu échapper et rapporter cette photo. Là on passe à l'Iran, donc j'ai couvert pendant plusieurs mois la révolution iranienne en 1979. Et là c'est une manifestation de femmes autour de l'ambassade américaine à Téhéran. Il y avait eu une prise d'otage à l'ambassade américaine à Téhéran, il y avait 53 diplomates qui étaient capturés. Et tous les jours il y avait comme ça des femmes en tchador qui circulaient autour de l'ambassade américaine en criant mort à l'Amérique, etc. Après ils allaient crier aussi mort à la France, mais pour l'instant c'était encore mort à l'Amérique. Et là c'était pour la prière hebdomadaire du vendredi à l'université de Téhéran, qui servait un petit peu de tribune politique à l'Iran, parce que les personnes qui prêchaient, les imams, ils ont donné un petit peu le ton de la politique iranienne vis-à-vis surtout des États-Unis dans cette révolution. Ici, donc, pendant la prière, les partisans de l'imam Khomeini qui sont présents. Et là aussi l'image de Khomeini qui reste toujours présente dans les manifestations. Là, Khomeini était 2 mois avant
à Téhéran. Donc moi j'avais été très frappé par cet élan de ferveur qu'il y avait vis-à-vis de l'ayatollah Khomeini. Et j'avoue que je m'étais enthousiasmé pour cette révolution iranienne. Bon, j'ai été un peu déçu parce qu'on a vu que c'était quand même plutôt une révolution assez réactionnaire et obscurantiste, n'est-ce pas? Mais personnellement, je faisais partie de ceux qui pensaient que bon, la révolution iranienne mettait fin à la dictature du Shah, etc., qu'on allait avoir des lendemains meilleurs pour l'Iran, pour la population, pour le respect de la religion, etc. Et finalement, on voit aujourd'hui que l'évolution reste quand même très figée. C'est pour ça aussi que je me méfie aussi des révolutions arabes et que j'attends de voir pour m'enthousiasmer pour ces révolutions. D'ailleurs, la révolution iranienne a débouché sur la guerre Irak-Iran, n'est-ce pas? Une guerre qui, on a dit qu'elle avait fait près d'1 million de morts. On a pu la comparer à la guerre de 14 en France, n'est-ce pas? Et là, c'est sur le front de Bassora, c'est avec l'armée irakienne. Et ce sont des soldats iraniens qui, sans doute, ont été gazés. Parce qu'on n'a pas relevé de traces de blessures sur leur corps. Et on sait que l'Irak employait des gaz de combat contre l'armée iranienne. D'ailleurs, quand on partait comme ça sur le front, là vous voyez c'est mon équipe qui travaille avec moi, mon équipe de télé, quand on partait comme ça sur le front, il fallait très vite être prêt parce qu'on venait nous chercher, on nous emmenait tout de suite en voiture, après en hélicoptère sur le front, et on avait 1 heure pour rester sur un point où l'armée irakienne avait conquis une victoire. Et donc là c'était le cas, ils ne voulaient pas qu'on s'attarde trop, ils ne voulaient pas qu'on cherche trop à savoir comment s'était déroulé le combat. Et je me souviens qu'ici, à un moment, il y avait un masque à gaz et on avait filmé le masque à gaz qui était sur le champ de bataille. Et à la censure, la télévision irakienne nous a coupé cette image du masque à gaz parce que les Irakiens ne voulaient pas reconnaître qu'ils utilisaient des gaz de combat. Et donc les Iraniens n'avaient aucune raison d'utiliser des masques à gaz. Donc il fallait vraiment compter aussi avec la censure quand on travaillait sur ce front Irak-Iran parce que les Irakiens surveillaient beaucoup les images qui partaient par satellite. C'était la seule façon qu'on avait pour transmettre. Aujourd'hui, on aurait pu transmettre peut-être par Internet ou peut-être par le fameux système BIGAN qui nous permet de ne pas faire contrôler nos images.